Imaginez, vous êtes dans une pièce remplie de gens qui aspirent tous à la réussite. Certains jouent franc jeu, travaillent dur et restent fidèles à leurs valeurs. D'autres mentent, manipulent et piétinent quiconque se met en travers de leur chemin. Et pourtant, ce sont souvent les plus impitoyables qui parviennent au sommet. Pourquoi? Le monde est-il vraiment manipulé en faveur des pires d'entre nous? Histoire, politique, affaires, partout où l'on regarde, on trouve des exemples d'individus qui, malgré leur manque de moralité, ont accédé à un pouvoir extraordinaire. Des empereurs impitoyables aux PDG impitoyables, le schéma se répète. Mais ce n'est pas une simple coïncidence. C'est une caractéristique de la nature humaine, profondément ancrée dans notre psychologie évolutionniste et nos structures sociales. Dans un monde où les ressources sont rares, la concurrence est inévitable. Ceux qui hésitent, qui recherchent l'équité à tout prix, se retrouvent souvent laissés pour compte. Pendant ce temps, ceux qui sont prêts à exploiter, à tromper et à dominer parviennent au sommet. Cette dure réalité nous confronte à une question délicate. La moralité est-elle une faiblesse dans le jeu du pouvoir? Pourtant, le paradoxe est le suivant, si les pires individus réussissent souvent à court terme, l'histoire regorge aussi de récits de leur chute. La question n'est pas seulement de savoir pourquoi ils s'élèvent, mais de savoir si leur succès est durable. Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour ceux d'entre nous qui refusent d'abandonner leurs principes? Nietzsche considérait le pouvoir comme une force vitale indéniable, quelque chose qui n'est ni bon ni mauvais en soi, mais simplement une vérité de l'existence. Pour comprendre pourquoi les pires individus réussissent, il faut d'abord comprendre la nature même du pouvoir. Et pour ce faire, il nous faut nous plonger dans l'une des idées les plus controversées de Nietzsche, la morale du maître contre la morale de l'esclave. Allons plus loin. Imaginez deux guerriers sur un champ de bataille. L'un est fort, déterminé et intrépide. Il prend ce qu'il veut, façonne le monde à sa guise et ne demande pas la permission. L'autre est hésitant, attendant une validation extérieure, recherchant l'équité et espérant que le monde récompensera sa vertu. Lequel des deux a le plus de chances de survivre? Lequel a le plus de chances de régner? Friedrich Nietzsche soutenait que la morale elle-même n'est pas une vérité universelle, mais le fruit de luttes de pouvoir à travers l'histoire. Il a identifié deux systèmes moraux fondamentaux, la morale du maître et la morale de l'esclave. Ce ne sont pas de simples concepts abstraits. Ils expliquent pourquoi les individus impitoyables parviennent souvent à dominer, tandis que ceux qui privilégient la bonté et l'équité peinent à s'imposer. La morale des maîtres est celle des forts, des dirigeants, des conquérants. Elle repose sur des valeurs telles que la force, le courage, l'ambition et le pouvoir. Pour les maîtres, le bien est ce qui renforce leur capacité à dominer, à créer et à imposer leur volonté au monde. Ils ne recherchent pas l'approbation. Ils définissent leurs propres valeurs. Ils assument leur destin et ne considèrent pas la faiblesse comme un élément à protéger. Il s'agit simplement d'un obstacle à surmonter. La morale de l'esclave, quant à elle, est celle des opprimés, des impuissants, de ceux qui ne peuvent imposer directement leur volonté. Au lieu de célébrer la force, elle glorifie l'humilité, l'obéissance et le sacrifice de soi. Il enseigne que la souffrance est noble et que le pouvoir est intrinsèquement mauvais. Nietzsche y voyait un système moral créé par ceux qui n'ont pas la capacité de dominer, une adaptation psychologique leur permettant de survivre dans un monde contrôlé par les plus forts. Mais voici la vérité dérangeante. La morale esclavagiste n'empêche pas l'essor des brutes. Elle la favorise. En condamnant l'ambition, en condamnant la quête du pouvoir, elle laisse le pouvoir entre les mains de ceux qui se moquent totalement de la morale. Tandis que les âmes nobles hésitent, ceux qui adhèrent à une morale magistrale prennent le contrôle. Et dans un monde où l'hésitation est synonyme de défaite, les conséquences sont inévitables. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Devons-nous abandonner complètement la morale et emprunter la voie de la cruauté? Ou existe-t-il un autre moyen de concilier force et vertu? Pour répondre à cette question, nous devons examiner de plus près la psychologie de ceux qui accèdent au pouvoir, ceux qui refusent d'être victimes des circonstances. Imaginez une vaste étendue sauvage. Dans ce monde, la survie n'est pas une question d'équité ou de gentillesse.
C'est une question de force, d'adaptabilité et de volonté de faire tout ce qu'il faut. Le lion ne demande pas la permission de chasser. La tempête ne s'excuse pas de sa destruction. La nature ne récompense pas la moralité. Elle récompense ceux qui savent endurer, ceux qui savent dominer. La société humaine ne fait pas exception. Sous nos lois et nos contrats sociaux, la lutte primordiale pour la survie fait toujours rage. Ceux qui accèdent au pouvoir partagent souvent un trait caractéristique, la cruauté. Pas nécessairement la cruauté, mais la capacité d'agir avec détermination, sans hésitation ni culpabilité. Ce n'est pas un hasard. C'est une adaptation évolutive, un mécanisme qui a permis aux individus comme aux empires de prendre le contrôle d'un monde qui n'attend pas les hésitants. Les psychologues étudient depuis longtemps les traits prédictifs de la réussite dans les environnements compétitifs. On observe sans cesse les mêmes schémas, une ambition démesurée, une faible sensibilité à la peur et, peut-être plus controversée encore, une moindre empathie envers ceux qui se dressent sur leur chemin. Cela ne signifie pas que toutes les personnes puissantes sont des psychopathes, mais que nombre d'entre elles possèdent des traits qui leur permettent d'agir sans les contraintes émotionnelles qui freinent les autres. Pensez aux dirigeants, aux entrepreneurs et aux conquérants qui ont façonné l'histoire. De Jules César au magnat des affaires modernes, le schéma est clair. L'hésitation est un handicap, et le pouvoir se prend, il ne se donne pas. Les plus forts n'attendent pas la permission pour diriger. Ils s'avancent, prennent des risques et en assument les conséquences plus tard. C'est pourquoi les plus impitoyables s'élèvent souvent, tandis que les hésitants restent dans l'ombre. Mais voici le paradoxe, la cruauté seule ne suffit pas. Ceux qui exercent le pouvoir sans sagesse sont souvent confrontés à des chutes spectaculaires. Les mêmes qualités qui permettent à une personne d'atteindre le sommet peuvent aussi causer sa perte. Un dirigeant qui gouverne uniquement par la peur finira par être anéanti par les forces mêmes qu'il contrôlait autrefois. L'histoire est jonchée de tyrans qui se croyaient invincibles, jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Alors, si le pouvoir est souvent pris par des impitoyables, cela signifie-t-il que la moralité et l'équité sont vouées à l'échec? Pas nécessairement. Mais pour comprendre pourquoi, il faut remettre en question l'une des plus grandes illusions de la société moderne, la croyance que le monde est juste. Dès l'enfance, on nous raconte une histoire réconfortante. Que le monde est juste, que les gens bons sont récompensés et que la justice triomphera toujours. Les contes de fées, les enseignements religieux et les philosophies morales renforcent cette croyance. Mais, face à la réalité, une contradiction brutale surgit. Les travailleurs les plus acharnés ne sont pas toujours les plus riches. Les plus honnêtes ne dirigent pas toujours. Les cœurs les plus généreux sont souvent les plus brisés. Ce décalage n'est pas une faille du système. C'est le système lui-même. L'idée d'équité est, à bien des égards, une construction sociale, un récit conçu pour maintenir l'ordre plutôt que pour refléter la réalité. C'est une illusion réconfortante, mais une illusion quand même. Le pouvoir et le succès ne s'attribuent pas uniquement au mérite. Ils sont acquis, conquis et souvent accaparés par ceux qui comprennent le jeu mieux que les autres. Des recherches en psychologie ont révélé un phénomène appelé « sophisme du monde juste ». Il s'agit de la tendance à croire que la vie est intrinsèquement juste, que chacun obtient ce qu'il mérite. Cette croyance est dangereuse, car elle encourage la passivité. Si nous partons du principe que la bonté seule mène au succès, nous risquons d'ignorer les réalités de la compétition, de la stratégie et du pouvoir. Et en attendant que justice soit faite, ceux qui ne partagent pas nos illusions avancent déjà. Mais cela signifie-t-il que la morale est dénuée de sens? Devons-nous abandonner tous nos principes dans la quête du pouvoir? Pas tout à fait. La clé est de comprendre le jeu sans en devenir l'esclave. Ceux qui souffrent le plus sont souvent ceux qui croient qu'il suffit de jouer gentiment. Mais ceux qui apprennent à concilier intégrité et réflexion stratégique, qui allient gentillesse et force, sont ceux qui réécrivent les règles. La vérité est la suivante, l'équité n'est pas une attente. C'est une chose que nous devons créer. Et cela exige du pouvoir. Nietzsche considérait cette lutte comme un élément fondamental de l'existence humaine. Sa réponse n'était ni de céder à l'illusion de l'équité, ni de devenir aveuglément impitoyable.
Au contraire, il indiquait quelque chose de plus élevé, un moyen de transcender à la fois la faiblesse et la cruauté. Pour comprendre cela, il faut explorer l'une de ses idées les plus révolutionnaires, l'Übermensch, l'individu qui s'élève au-delà de la morale, des illusions et des limites. Imaginez-vous au bord d'un vaste abîme. Derrière vous se trouve le monde tel qu'il est, rempli d'injustice, de limites et du poids oppressant des conventions. Devant vous s'étend l'inconnu, un chemin que seuls les audacieux osent emprunter. La plupart hésiteront, entravés par la peur et le doute. Mais quelques-uns franchiront le pas. Ce sont les Übermenschen, ces individus qui s'élèvent au-dessus des masses, tracent leur propre voie, redéfinissent le pouvoir selon leurs propres termes. L'idée d'Übermensch, ou Overman, chez Friedrich Nietzsche, ne se résume pas à la force brute ou à la domination aveugle. Il s'agit de dépassement de soi. L'Übermensch est celui qui refuse d'être victime des circonstances, qui n'accepte pas la morale imposée sans se poser de questions et qui façonne son propre destin au lieu de se conformer aux attentes des autres. Au cœur de l'Übermensch se trouve la volonté de puissance. Contrairement à la morale passive de la soumission et de la culpabilité, la volonté de puissance consiste à embrasser ses instincts les plus profonds, à créer, à transformer, à donner un sens à un monde dénué de sens. Il ne s'agit pas de contrôler les autres, mais de se contrôler soi-même. Tandis que les faibles sont prisonniers de la peur, l'Übermensch avance, libéré des illusions sociales. Mais voici la clé, l'Übermensch n'est pas impitoyable par pure cruauté. Contrairement aux tyrans et aux manipulateurs qui s'emparent du pouvoir par insécurité, l'Übermensch n'a pas besoin de validation. Leur force vient de l'intérieur. Ils ne s'appuient ni sur la tromperie ni sur l'oppression, car leur pouvoir est autogénéré, indépendant de toute approbation extérieure ou d'un succès passager. C'est pourquoi les pires individus peuvent accéder au pouvoir, mais ne le transcenderont jamais véritablement. Les impitoyables jouent un jeu temporaire, s'élevant par la manipulation et la force. Mais les surhommes jouent un jeu infini, construisant quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Ils sont créateurs, pas seulement preneurs. Alors comment incarner cela ? Comment naviguer dans un monde qui récompense les impitoyables tout en refusant de devenir l'un d'eux ? La réponse réside dans la compréhension du pouvoir, non pas comme une arme, mais comme un outil. La prochaine étape consiste à apprendre à rivaliser dans un monde qui n'attend pas les bienveillants. Imaginez. Vous êtes dans un jeu à enjeux élevés, où les règles sont écrites par ceux qui jouent pour gagner à tout prix. Si vous hésitez, si vous pensez que l'équité vous protégera, vous perdez. C'est la réalité à laquelle beaucoup sont confrontés dans les affaires, la politique et la vie elle-même. Les impitoyables le savent. Ils prennent ce qu'ils veulent. Mais faut-il pour autant devenir comme eux pour survivre ? Pas forcément. L'erreur la plus courante est de croire qu'il n'y a que deux choix, être impitoyable ou être une victime. Mais il existe une troisième voie, qui allie stratégie et intégrité, et qui permet de rivaliser sans perdre son âme. La philosophie de Nietzsche ne reposait pas sur la domination aveugle. Il s'agissait de transcender la faiblesse tout en préservant l'authenticité. La clé est de comprendre le pouvoir sans en être esclave. Voici comment. L'une des plus grandes faiblesses humaines est la croyance que la vie devrait être juste. Or, ce n'est pas le cas. Elle ne l'a jamais été. Les concurrents les plus forts l'acceptent très tôt. Ils ne perdent pas de temps à se plaindre des injustices. Ils apprennent les règles du jeu et les utilisent à leur avantage. Cela ne signifie pas renoncer à l'éthique. Cela signifie reconnaître que le pouvoir est neutre et que ceux qui le comprennent sont les mieux placés pour l'exercer. Nombreux sont ceux qui échouent parce qu'ils pensent que la gentillesse seule leur apportera le succès. Mais le pouvoir se donne rarement. Il se prend. Cela ne signifie pas devenir cruel, mais comprendre l'esprit de ceux qui cherchent à vous exploiter. L'empathie stratégique consiste à lire les autres en profondeur, à comprendre leurs motivations et à anticiper leurs actions. Elle permet de surmonter la tromperie sans devenir soi-même trompeur. La plupart des gens sont dominés par la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de la solitude. L'Übermensch, en revanche, développe une force intérieure. Cela implique d'accepter l'inconfort,
de prendre des risques et de tracer sa propre voie malgré l'opposition. Les personnes qui réussissent le mieux ne demandent pas la permission. Ils créent des opportunités là où il n'y en a pas. Il y a une différence entre une cruauté aveugle et une cruauté contrôlée. La première est une destruction sans but. Le deuxième est la capacité à faire des choix difficiles sans hésitation. Parfois, le pouvoir exige de rompre avec des relations toxiques, de prendre des décisions impopulaires ou d'affronter des vérités dérangeantes. Ce n'est pas de la cruauté. C'est une question de force. L'essentiel est de savoir quand et comment l'appliquer. Les impitoyables s'élèvent souvent vite, mais ils tombent aussi durement. Pourquoi ? Parce que leur pouvoir repose sur l'exploitation, et non sur la création. Le véritable Übermensch construit. Qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une idée, d'un mouvement ou d'une transformation personnelle, créer de la valeur rend indispensable. Vous n'avez pas besoin de manipuler, car votre pouvoir se mérite, il ne se vole pas. Alors, pouvez-vous réussir dans un monde qui récompense les impitoyables ? Absolument. Mais seulement si vous cessez de jouer selon les anciennes règles, cessez d'attendre l'équité et commencez à maîtriser le pouvoir selon vos propres conditions. Mais cela nous amène à la question fondamentale, le pouvoir est-il en soi mauvais ? Ou est-il simplement mal compris ? Le pouvoir. C'est la force qui anime le monde, façonnant la vie de ceux qui le possèdent et de ceux qui sont à sa merci. Mais le pouvoir est-il intrinsèquement mauvais ? L'exploration du pouvoir par Nietzsche ne se limitait pas à la domination. Elle concernait la création. Selon Nietzsche, la volonté d'acquérir le pouvoir est souvent mal comprise. Il ne s'agit pas d'écraser les autres. Il s'agit de se dépasser, de transcender les limites du moment présent et de devenir plus que ce que l'on n'a jamais imaginé. Pourtant, tout au long de l'histoire, le pouvoir a souvent été associé à la corruption. Nous avons vu d'innombrables dirigeants qui, une fois aux commandes, succombent à l'ego, à la cupidité et à la tyrannie. Ce paradoxe nous amène à nous demander, le pouvoir est-il un mal ? Ou révèle-t-il simplement les pires aspects de la nature humaine ? Nietzsche soutenait que le pouvoir, dans sa forme la plus pure, ne consiste pas à nuire à autrui. Il s'agit de se dépasser, de viser la grandeur et de créer de nouvelles valeurs, sans succomber aux morales imposées par la société. Cependant, la morale de la société donne souvent l'impression que le pouvoir est corrompu. Dans un monde où la vertu est prônée, celui qui aspire au pouvoir est souvent considéré avec suspicion. Mais qu'en est-il d'un malentendu ? Et si, en rejetant la morale conventionnelle et en créant vos propres règles, vous incarniez simplement la forme de vie la plus authentique, une forme de vie brute, sans filtre et sans complexe ? Nietzsche ne voyait pas la volonté de puissance comme un simple désir de contrôle sur autrui. C'était une force intérieure, une impulsion à vivre plus pleinement, à explorer les limites de son potentiel. Dans cette optique, le pouvoir devient une quête éthique, qui vous met au défi de vous libérer des contraintes sociales et de définir votre existence selon vos propres termes. Mais cela signifie-t-il que tous ceux qui détiennent le pouvoir sont vertueux ? Pas nécessairement. Le chemin vers le pouvoir peut être à double tranchant, menant soit à l'illumination, soit à la destruction. La différence réside dans l'intention. La quête du pouvoir est-elle un moyen d'imposer sa volonté aux autres, ou un processus de dépassement de soi, visant à façonner une réalité en harmonie avec ses aspirations les plus élevées ? Alors, le pouvoir est-il mauvais ? Pas intrinsèquement. C'est un outil qui, manié par une personne intègre, peut mener à une grandeur inimaginable. Mais utilisé à des fins égoïstes ou pour opprimer autrui, il révèle les aspects les plus sombres de la nature humaine. Le défi lancé par Nietzsche est de repenser le pouvoir non pas comme quelque chose à craindre, mais comme quelque chose à maîtriser, par la discipline, la force et un engagement indéfectible envers plus que ce que nous sommes aujourd'hui. Si cette exploration du pouvoir et du succès vous a fait réfléchir, a remis en question vos idées reçues et a éveillé votre curiosité pour la vie et la philosophie, alors abonnez-vous à la chaîne.